votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, un petit tour sur le continent où 13 soldats français ont été tués dans un crash d'un hélicoptère au Mali. Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, qui annonce ce décès de soldats français. En République démocratique du Congo, c'est la présidence de la République qui a annoncé hier lundi le lancement des opérations militaires conjointes entre l'armée et les casques bleus dans la région de Béni, dans l'est du pays, pour faire face aux massacres récurrents des civils. Rappelons que depuis plus d'une décennie, effectivement, des massacres se poursuivent dans ce qu'on peut considérer comme étant un silence assourdissant de ce qu'on appelle habituellement la communauté internationale. Également, ce soir, dans ce studio, pour nous accompagner, nous sommes avec une charmante invitée qui nous vient donc de la compagnie Ada Move. Elle est une fée, elle est très charmante. Elle s'appelle Nadège Cézette. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Nous sommes contents de vous avoir avec nous ce soir parce que de ce qui se dit habituellement, quand on est face à une fée, on émet un vœu. Et j'ose espérer que nos chroniqueurs qui sont déjà bien installés, ils ont ouvert grand, Amine a écarquillé les yeux comme pour dire un vœu. J'imagine qu'il a fait un vœu et sûrement en silence. Amine Samir est bien en poste. Bonsoir Amine. Bonsoir Juvénal, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Ah, c'est bien. Là cette fois-ci, il a dit auditrice. Habituellement, il dit souvent chez les auditeurs. Amine est le seul homme en studio ce soir avec deux charmantes dames. Et je n'ai pas oublié ce que nous recevons chaque dernier lundi du mois. Docteur Charlène Ngota, bonsoir. Bonsoir à tous. Très heureuse d'être là comme d'habitude, comme tous les derniers mardis du mois. Je viens vous présenter ma pépite de ce mois-ci, Rokhaya Diallo. Ah oui. C'est Rokhaya. Tout à fait. Rokhaya Diallo. Ah. Et de quoi elle parle cette fois-ci? Pour son livre Ne reste pas à ta place, c'est un livre vraiment qui fait honneur au parcours de Rokhaya Diallo. Encore une fois, un livre autobiographique qui retrace son parcours de femme noire en France. Et c'est intéressant effectivement de voir à quel point le point de vue d'une femme qui fait partie d'une minorité peut parfois compter au travers d'un ouvrage. Et c'est ce que j'essaierai, en tout cas au mieux, de présenter ce soir. Donc, ne restez pas à sa place, c'est pourquoi nous ne restions pas à notre place. Moi, je suis bien là, derrière le micro. Je pense que c'est surtout pour chacun de nous. De toute façon, c'est effectivement l'élan qui m'a poussée à lire ce livre. C'est le titre qui m'a vraiment interpellée parce que je me suis posé directement la question de savoir finalement à qui il s'adressait. À qui s'adressait l'auteur? Est-ce que justement, elle s'adresse à qui? Justement, voilà, c'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre en lisant le livre. Est-ce que c'était finalement à cette femme noire musulmane que rien ne prédestinait à être ce qu'elle est aujourd'hui? Ou est-ce que c'était effectivement pour d'autres personnes, pour les inciter à prendre leur place dans la société? Bien, c'est donc avec cette équipe qui est si bien installée. La question n'a pas été posée, on a simplement présenté la fée qui nous vient de la compagnie Ada Mood Love. Nadège Cézette, qu'est-ce qui vous amène parmi nous ce soir? Alors, j'organise avec un collectif qui s'appelle 3N un événement qui aura lieu ce samedi 30 novembre de 11h à 20h dans notre atelier showroom qui se situe dans la maison Réseau 1901, qui est une association de quartier qui est dans le 8e à Lyon. Bien.
nous aurons l'occasion tout au long de cette émission parce que c'est vous qui nous accompagnerez avec l'équipe des chroniqueurs durant tout ce magasin. Les auditeurs, merci d'être des nôtres. Et pour vous dire merci à vous, chers chroniqueurs, à notre invité et à tous ceux qui nous écoutent de par le monde, nous allons donc vous proposer cette brève ponctuation musicale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. C'est quoi la suite? Je crois pour romper la créateur de la danse Dombolo Ambak. Pour vous présenter la nouvelle version de la danse Dombolo Da. Vibration cessera dans la tradition Bokoko Toke. Alten Dombolo Da, Dombolo Da, Dombolo Da. Alten Dombolo Da, Dombolo Da, Dombolo Da. Alten Dombolo Da, Dombolo Da, Dombolo Da. Dombolo Da, Dombolo Da, Dombolo Da. Nadab, allo jaye Nadab. 1975 nigga, who don't pay on the floor. Ludacris, Jordan, Brazzaville, beatmaker. Come on, I'ma push up, come on. Œuvre normande et je vais à Paris. Features à pays de mes origines. Je mets des sabotages de tous les côtés. Sacré, vraiment, sacré ambiance. Ambiance matin, soirée, jamais fatigué. Avec un dombolo d'avait toujours ambiancé. Vibrer les rythmes ancestrales et ambiance à gogo. Le bas, tokena, allez tokena, allez tokena. Bla, dombolo dab, dombolo dab, dombolo dab. Allez dombolo dab, dombolo dab, dombolo dab. Allez bla, dombolo dab, dombolo dab, dombolo dab. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez les bienvenus. On va l'annoncer en titre, dont 13 soldats français combattant dans des djihadistes au Mali ont été tués dans un accident entre deux hélicoptères, a déclaré donc la présidente de la République ce jour. Et nous retrouvons donc nos invités en studio. On va rapidement faire un petit tour pour les présenter pour ceux et celles qui se joignent à nous qu'à ce moment. Notre invité ce soir s'appelle Nadège Cézette qui nous vient de Ada Mood Love. Une fois de plus, bonsoir Nadège Cézette. Bonsoir. Et merci d'être des nôtres ce soir. Merci à vous. Amine Samir est bien présent, chroniqueur. Bonsoir Amine. Bonsoir Juvenal. Merci d'être là ce soir. Ça va? Eh bien, comment allez-vous? Moi, je vais très très bien, comme d'habitude. Et face à moi, c'est la chroniqueuse mordue des livres. Et notre envie est de découvrir concrètement, donc, Charlène, de quel livre êtes-vous mordue ce soir? Du livre de Rokhaya Diallo, Ne reste pas à ta place. Donc j'ai choisi ce livre-là, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un focus qui va être mis en fait sur les questions identitaires en France par une femme noire, ce qui n'est pas rien, et de l'impact en fait que ces questions identitaires vont avoir sur la construction de parcours personnels dans des milieux dans lesquels on évolue et dans lesquels on nous rappelle tout le temps notre condition d'étranger ou d'étrangère. Mais moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, Rokhaya Diallo a quand même une belle place. Elle est à la téléjournaliste, elle est à la tête de plusieurs structures. En effet, elle est journaliste, auditrice, réalisatrice de documentaires, mais je pense que Ne reste pas à ta place, c'est un message qui s'adresse en fait à des personnes qui, comme elle, pourraient être concernées par des questions identitaires qui pourraient justement les conditionner dans leur parcours personnel. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre le titre. Les conditionner comment? Les conditionner en raison, par exemple, de leur couleur de peau, en raison de leurs conditions sociales. Parce que justement, Rokhaya Diallo a grandi dans un quartier de Paris difficile qui la contraignait en fait naturellement à ne pas prospérer comme elle le fait aujourd'hui. Et donc, sous quel angle cette belle œuvre est abordée?
Sous plusieurs angles, donc comme je disais, notamment les questions identitaires, mais aussi le choix qu'elle a fait de ne pas se laisser conditionner par ce déterminisme social. Et donc elle explique au travers de son livre qu'elle est née en France de parents originaires du Sénégal, mais que même malgré le fait d'être née en France, la couleur de sa peau va tout le temps lui être rappelée dans la manière dont la société va être construite. En tout cas, c'est ce qu'elle nous fait comprendre au travers de son ouvrage. J'ai relevé un passage que je trouve justement intéressant dans ce sens-là. Elle dit « Quand on est comme moi une Française dont l'origine est clairement visible, on est en permanence soumis à des injonctions contradictoires. » Donc là, vraiment, elle met l'accent sur cette question identitaire qui est difficile en France dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui, être français, c'est être blanc, ou est-ce qu'on peut se considérer comme français en dehors justement de sa couleur de peau? Et c'est la question qu'elle pose, en tout cas de manière viscérale dans son ouvrage. En dehors de ça, j'ai relevé également, comme je le disais, que dans le monde entier, la condition de la femme ou de l'homme noir est fonction de sa couleur de peau. C'est vraiment le propos de Rokhaya Diallo. La société la lui rappelle constamment dans la façon dont elle est construite et dans l'image qu'elle lui renvoie au quotidien. L'auteur prend l'exemple, à proprement parler, des médias au travers desquels, justement, les occasions d'identification sont très rares en France, et je pense que tout le monde en conviendra avec moi, et c'est une vraie question. Dans ces conditions-là, on se demande comment est-ce que l'on peut faire en tant que jeune garçon ou jeune fille noire pour se projeter ou justement pour s'identifier. Et je pense que c'est pour ça que Rokhaya Diallo va faire à un moment donné le choix du journalisme. Et elle, alors justement, il y a un bout de réponse, même en tant que journaliste. Comment elle fait pour se construire? Parce qu'aujourd'hui, on a face à nous Rokhaya, elle est comme un roc. Généralement, la réponse à tout, on pourrait dire. Et face souvent même à des hommes qui, généralement, ne sont pas quand même si simples à démonter. Exactement. Elle a fait le choix, en fait, de défendre ses convictions, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle s'est cherchée très longtemps professionnellement. Elle a été cadre chez Disney France, mais elle sentait en fait que ce n'était pas une multinationale qui lui correspondait, en tout cas au regard de son parcours personnel et des convictions qu'elle avait, des idées qu'elle voulait défendre. Et donc du coup, elle a fait le choix justement de commencer par monter une structure associative dans laquelle elle a voulu défendre ou du moins lutter contre le racisme. Parce que quand on parle de Rokhaya Diallo en France, c'est vraiment une figure de proue antiraciste. Elle a mené un combat contre le racisme. Donc pour répondre à ta question, Juvénal, la manière dont elle a construit son parcours était véritablement liée finalement à ses convictions. Le parcours de Rokhaya Diallo a été le fait de sa sensibilité aux questions légitimes qui la concernent, elle et sa communauté, mais surtout de la conviction profonde qu'elle avait de dépasser le cadre social dans lequel elle avait évolué pour se démarquer dans ce monde. Et c'est sa volonté de dire les choses finalement qui lui tiennent à cœur, qui a de manière insidieuse orienté son chemin vers le métier de journaliste. Et c'est intéressant de constater qu'au travers de ça, justement, elle va se battre pour intégrer le milieu médiatique, notamment en France et à l'étranger, parce qu'elle va travailler aussi beaucoup aux États-Unis. Elle va être remarquée pour le travail remarquable qu'elle fait en France, notamment pour lutter contre les questions de racisme, des questions de racisme qui souvent sont aussi analysées par des journalistes qui ne sont pas concernés par la question. Ce n'est pas une critique, mais c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui parle d'un sujet dont elle a elle-même été victime, puisqu'elle peut nous faire, au travers de son parcours personnel, ressentir des choses qu'on ne pourrait pas ressentir quand on n'a pas été victime soi-même. Et je pense que pour approfondir là-dessus, à un moment donné, comme je disais, elle a dû quitter la France. Et ça va vraiment faire partie des obstacles qu'elle va rencontrer tout au long de son parcours, parce qu'elle était véritablement décriée par un certain nombre de médias, étant donné ses positions assez tranchées sur les questions de racisme, qui sont vraiment difficiles à aborder. Et donc, elle va aller aux États-Unis où elle va vraiment se rendre compte à quel point c'était important pour elle de prendre un peu de recul. Parce que c'est vrai que, et je pense que c'est ce que j'ai envie de dire dans le livre, quand on le lit, on a parfois l'impression d'avoir une femme quand même qui n'a pas de... Comment dire on a l'impression en fait d'avoir quelqu'un qui est effectivement fière de son parcours, ce qu'on ne peut pas lui décrier, mais parfois on a l'impression qu'elle manque un peu d'humilité. C'est vraiment moi le ressenti que je peux avoir. Mais je peux comprendre au final qu'elle ait une position assez tranchée
sur la manière dont elle a réussi, étant donné tous les obstacles qui lui étaient présentés tout au long de son parcours. Mais en revanche, moi, je dirais plus qu'il m'est arrivé d'avoir de suivre Rokhaya et avoir le sentiment qu'elle cherchait le clash. Après, c'est un point de vue. Moi, je ne pense pas qu'elle cherchait le clash ou pas, mais c'est vrai que quand on est sur un plateau télé où on est, par exemple, la seule minorité ou la seule noire à défendre une position venant de sa condition, c'est difficile d'avoir des personnes en face qui soit ne comprennent pas, soit feignent de ne pas comprendre, ou alors minimisent notre propos. Après, c'est sûr que ce sont des questions difficiles. La question du racisme, de toute façon, en France, est très difficile. Et avoir une jeune femme noire de son état qui prend les choses à bras le corps pour défendre une question aussi difficile, au même titre, par exemple, que la laïcité, qui est aussi un autre aspect qui est très, très compliqué à aborder en France, je pense qu'il faut quand même avoir un certain courage pour aborder cette question. Et pour terminer, parce que je vais quand même pas trop monopoliser la parole, j'aimerais justement revenir sur un passage, moi, qui m'a vraiment semblé important et qui pourrait justement être un message qui peut être porté à chacun de nous. Elle dit ceci: « Chacun de nous, par son humanité unique, mérite d'être un modèle. Et qui dit modèle ne dit pas perfection. Chaque être est exceptionnel parce qu'il a accompli et vécu des expériences qui le déterminent et que lui seul peut revendiquer. » Donc là, le message, il est clair. Elle ne dit pas au travers de son livre « Faites comme moi ». Elle dit « Chaque parcours est unique, mais saisissez-vous en fait de ce qui vous nourrit, de ce qui vous construit et lancez-vous dans ce que vous savez faire et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de clamer effectivement ce pourquoi vous êtes là dans ce monde-là. » Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, c'est Charlène qui nous parle donc de Ne reste pas ta place, cette œuvre de Rokhaya Diallo. Et donc, elle donne son point de vue sur ce livre-là. Maintenant, apparemment, déjà avant de continuer, il y a Amine Sami qui voudrait prendre la parole. Allez-y. Je voulais rebondir justement sur le personnage qui est Rokhaya Diallo, puisqu'elle est quand même un personnage médiatique connu. J'ai envie de dire que Rokhaya Diallo aussi sait jouer quelque part le jeu médiatique. Pourquoi ? Puisque les médias aujourd'hui sont en recherche de toute joute verbale. Et on sait très bien qu'à partir du moment où on va inviter Rokhaya Diallo, il y aura, comme l'a dit Juvénal, du fight, il y aura de la contradiction, sachant qu'elle a été une des premières justement femmes noires à y aller vraiment en cash, à affirmer ses positions et à ne pas y aller avec le dos de la cuillère. J'ai envie de dire que Rokhaya Diallo, sur le débat politique ou des idées, c'est un peu à l'époque de Jamel Debbouze, quand on avait besoin, excusez-moi du terme, mais d'un petit arabe pour faire rigoler la galerie, on invitait Jamel Debbouze. Aujourd'hui, on est plus sur le terrain politique, on est à une époque où on parle de sujets graves, je trouve, aujourd'hui, et donc Rokhaya Diallo, je pense qu'une des raisons de son succès, c'est qu'elle est capable de porter des idées, de les argumenter et de manière plutôt convaincante et surtout affirmée. J'avoue qu'elle a souvent été très incisive, en fait, dans ses manières de se positionner. Souvent très tranchée, oui, exactement. Souvent très tranchée. Et la question que je voudrais poser, c'est de savoir, est-ce que de là où elle part, dans le titre, c'est Ne restez pas à vos places. À vos places. Mm-hmm. De là où elle part, est-ce que ça a toujours été la même personnalité ou alors elle s'est forgée une personnalité? Moi, je pense que quelque part, elle a forgé sa personnalité au travers de son parcours. Mais il y a un résidu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une base qui est là, que c'est une jeune femme qui savait, qui a toujours su ce qu'elle voulait, qui a toujours su qu'elle ne devait pas se considérer dans la société française au travers de sa couleur de peau ou même de ses conditions sociales, parce que quand même ses parents viennent d'un milieu, je ne vais pas dire pauvre, mais quand même d'un milieu assez moyen financièrement, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu la volonté de dépasser ses déterminismes sociaux. Ne pas se considérer au travers de son déterminisme social. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes, noirs ou autres, parce qu'on ne parle pas seulement de noirs, mais aussi d'autres couleurs de peau ou d'autres origines comme les Arabes, les Asiatiques, qu'on peut stigmatiser en France, d'où justement l'importance d'avoir une figure comme celle-ci qui parle, qui dénonce des questions qui peuvent mettre mal à l'aise à un moment donné. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, c'était donc en fait la chronique mordue des livres. Il y a Amine Sami qui voulait prendre la parole. Non, je voulais juste très, très simplement finir avec Rokhaya Diallo. Elle a un avantage, c'est qu'elle est indépendante. Elle s'est fait reconnaître justement pour sa grande parole, on va dire.
Au contraire d'un, par exemple, moi j'ose le dire, hein, d'un Harry Roselmack, qui à l'époque où il était sur TF1 était très discret vis-à-vis de ces questions-là, et qui, depuis qu'il n'y est plus, il a récupéré une certaine indépendance, et il n'y a que jusqu'à très récemment, peut-être une année, qu'il parle réellement et qu'il fait des interventions justement vis-à-vis de ces sujets-là. Nous allons donc poursuivre notre magazine et merci donc pour ce point de vue, Amine Samir. Une dame qui, elle, ne semble ne pas avoir tous ces problèmes-là. Et voilà, elle est venue parler d'un événement, et non des moindres, c'est un événement culturel. Notre invité de ce soir, à qui j'ai donc le plaisir, une fois de plus, de redonner la parole. Bonsoir, Nadège Cézette. Bonsoir. Qui nous vient de la compagnie Ada Mood Love. Exactement. Ada signifie quoi? Fée en espagnol. Ah, c'est pour ça qu'on vous appelle la fée. Oui, c'est un surnom que m'ont donné mes clientes, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais je suis créatrice de mode. Et donc, voilà, d'habiller des personnes, parfois, elles vous appellent la fée parce que vous les avez rendues belles. Elle est très charmante également, notre invitée de ce soir. Et nous allons avoir le plaisir de découvrir, en fait, ce qu'elle faisait d'une créatrice. Ada Mood Love, donc, c'est la fée. Et l'événement dont vous parlez, qui aura lieu samedi prochain. Oui. Outre votre structure, qui d'autre est avec vous? Alors donc nous sommes 3, c'est un collectif de 3 créateurs. Alors il a une particularité, c'est que les 2 créateurs sont des créateurs qui sont du Tchad. Et donc moi-même je suis métisse, donc née en France de papa martiniquais. Donc toutes les questions abordées sur l'intégration, c'est des choses qui me concernent vraiment fortement, sur la communication interculturelle notamment. Et j'ai toujours travaillé dans ce sens-là à travers mon travail, de mélanger les cultures, de les mixer, de jamais cloisonner. Parce qu'en général, effectivement, on nous met toujours dans des cases et c'est insupportable. Et justement, la question que je vous pose est celle de savoir, dans votre cas, vous êtes une créatrice, donc ce qui sous-entend que vous êtes quelqu'un d'affranchi, de libre, de décomplexé même pour créer. Comment vous avez fait dans votre cas, dans votre parcours, pour vous retrouver dans un secteur où vous semblez vous plaire? Tout simplement parce que j'étais passionnée toute petite. Ma maman nous faisait des robes avec ma sœur. Et j'ai toujours aimé m'habiller voilà, de robes. Et donc j'ai fait tout simplement une formation pendant 5 ans. Donc diplômée d'un BTS de styliste modéliste. Et puis après, je me suis lancée. Quand on observe aujourd'hui dans votre vie actuelle, parce que vous avez plusieurs casquettes, vous êtes chargé des missions socio-culturelles. Voyez-vous, ce qui donne l'impression que vous êtes dans la culture. Tout à fait. Vous parvenez à aller, vous semblez être dans ce qui vous plaît. Et or, ce que disait tout à l'heure, pour faire le lien avec la chronique mordue des livres, ne reste pas à ta place. C'est bien cela, Charlène? Tout à fait, oui. Donc, on ne reste pas à sa place. Notre invitée de ce soir semble être là où elle veut être, dans le culturel, dans la créativité, dans la création. Comment vous faites pour retrouver toujours l'espace là où vous voulez être, par exemple? Je pense qu'il faut être déjà bien dans ses baskets. Comment on fait pour être bien dans ses baskets dans une société où on vous renvoie toujours à vos origines sur point de vue racial? On ne considère pas qui vous êtes réellement. Comment on fait pour être bien dans ses baskets? Alors moi, j'ai toujours eu tendance à oublier qui j'étais. En fait, quand j'arrive quelque part, j'oublie que je fais 1m80, que je suis métisse et que j'ai une grosse touffe de cheveux sur la tête. Et c'est souvent, effectivement, les gens qui me renvoient mon image. Et donc, dans un deuxième temps, je vais me dire « Ah oui, c'est vrai, je suis comme ça. » Donc, après, c'est une façon d'appréhender là où on est, d'essayer d'oublier, en fait, les différences et au contraire de s'appuyer sur ça pour pouvoir communiquer, tisser des liens. Et je me suis toujours battue pour essayer d'avoir la place que j'avais envie d'avoir malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans un parcours de vie professionnelle ou personnelle. Moi, je l'entends. Et vous me direz que ce n'est pas ce qui vous amène. Parce que aussi, lorsqu'on choisit, on invite quelqu'un comme vous. Voilà, la fée, vous êtes une fée. Et c'est de partager votre parcours pour susciter une émulation auprès de ceux ou celles qui n'y croient plus ou qui ont baissé les bras, parce que ce n'est pas toujours évident de pouvoir transmettre, enfin, exister dans cette société avec ce qu'on a, comme on est,
c'est pas évident, c'est de partager avec nous, on va dire, votre guide pratique. Lorsque on vous renvoie à votre couleur de peau, vos origines raciales, comment vous faites pour les dépasser? Vous avez dit que vous oubliez, mais oublier, comment on fait pour oublier qu'on a la peau sombre, qu'on est très bronzé? Forcément, on n'oublie pas, c'est évident. Mais dans mon parcours, en tous les cas, souvent, je me suis rendu compte après coup le pourquoi ça avait été difficile pour moi. Mais je me suis jamais arrêtée là. Je pense qu'il faut vraiment croire en qui on est, d'avoir la force de se battre pour réaliser ses rêves. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on affronte ce qui est devant. Je pense que tout le monde est maître de son destin, quelque part. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous allons faire un petit tour sur le continent, prendre quelques brèves et on retrouve notre invité et nos chroniqueurs dans quelques instants. Nous allons en Afrique, dans la zone des Grands Lacs, et c'est la présidence de la République congolaise qui a annoncé hier lundi le lancement d'opérations militaires conjointes entre donc l'armée et les casques bleus dans la région de Béni, dans l'est du pays, pour faire face, autant pour moi, au massacre récurrent des civils. L'annonce intervient donc après un conseil de sécurité convoqué suite aux derniers incidents enregistrés dans la région. Depuis près d'un mois, l'armée congolaise donc mène seule une offensive contre les combattants de l'ADF, groupe armé rebelle d'origine ougandaise. En représailles donc à l'offensive congolaise, les rebelles ont plusieurs fois attaqué des civils, faisant au moins 70 morts au cours des dernières semaines. Cette brève qui va probablement faire sourire plus d'un, donc un village donc nigérian baptisé Idio. Je n'ai insulté personne. Je cite, le village nigérian est baptisé Idio, change de nom. Et dont les habitants du nord du Nigeria donc célèbrent le changement de nom de leur village qui s'appelle désormais donc village de l'abondance et non plus village des idiots. Et retour dans ce studio où j'ai vu certains sursauter. Non, loin de moi donc l'idée de manquer de respect ou de foncer qui que ce soit. C'est juste en fait cette brève qui nous ramène un peu de sourire après la triste réalité que vivent les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Et on retrouve notre invité pour découvrir en fait l'événement qu'elle porte, l'événement qui se tiendra donc samedi prochain. C'est où, Nadège? C'est à la maison de quartier Réseau 1901 et c'est au 16 rue Bernard François dans le 8e et c'est à l'angle de la route de Vienne. Concrètement, de quoi s'agira-t-il précisément? Alors nous allons présenter nos créations et surtout des créations qui sont pas faites en série mais plutôt faites à la main avec passion. Et il y aura une partie vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants, de la décoration. Et puis aussi, on propose des ateliers pour pouvoir venir faire un kit, ce qu'on appelle un kit zéro déchet. L'idée, c'est de pouvoir faire avec des tissus recyclés, des essuie-tout, des lingettes démaquillantes. Voilà, pour essayer d'imaginer comment on peut consommer autrement et comment aussi on peut acheter un vêtement peut-être un peu plus cher que celui qu'on a l'habitude d'acheter dans les grandes enseignes de prêt-à-porter et se faire plaisir sur un vêtement qui va durer pour lutter contre la consommation de masse. C'est fort intéressant parce que tout à l'heure, en fait, en regardant votre veste, votre blouson, de dos, on a l'impression que c'est un pantalon d'homme, enfin un pantalon d'homme ou de femme, autant pour moi, un pantalon qui est, comment on va dire ça, inversé, renversé. C'est assez bizarre. En fait, ça suscite la curiosité, mais c'est assez bizarre quand même. Toutes vos créations semblent être dans ce style-là. Comment expliquer cela? C'est un accident de parcours.
J'ai tourné mon jean dans tous les sens et il s'est retrouvé à l'envers. L'idée, c'était d'arriver à créer une pièce sans utiliser trop de ciseaux, d'aiguilles, d'épingles. Et donc, juste en le retournant, on peut le transformer en une veste. Enfin, en partant d'un pantalon, hein. Je précise. Charlène. Oui, je voulais poser une question en rapport avec ce qui va se produire justement cette semaine. Vous avez parlé tout à l'heure de la consommation de masse, donc essayer justement d'induire ou du moins de permettre aux gens de consommer différemment, de moins consommer. Et est-ce que vous avez un avis justement sur le Black Friday? Parce que là, on est vraiment en tout cas selon certains présentateurs, certains chroniqueurs à la télévision, ils présentent le Black Friday comme étant vraiment une incitation à la consommation de masse encore plus. Donc j'aimerais avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous en avez peut-être par rapport à ça? Alors le Black Friday, moi c'est une belle supercherie. Enfin, de toute façon, on essaye à tout prix de faire consommer les gens coûte que coûte, hein, tout au long de l'année. Donc maintenant, la période des soldes n'est plus résumée au mois de juin ou au mois de janvier, mais c'est en permanence. Je pense que le consommateur n'est pas encore vraiment informé des répercussions qu'il y a de consommer comme ça en permanence, parce qu'on ne le voit pas forcément chez nous. Parce que tout ce qu'on fait en production de masse, on le fait ailleurs pour ne pas polluer chez nous. Donc c'est très difficile de faire comprendre à un consommateur d'arriver à changer ses habitudes pour une question écologique. Je suis contre le Black Friday, bien sûr. Amine Samir a une question. Moi, une question un petit peu plus légère. Vous transformez des pantalons en vestes. Est-ce que vous transformez des vestes en pantalons? Aussi, tout peut se faire. Suffit de couper les manches. Alors, je sais pas, peut-être que ça fera un shorty. Tout à l'heure, vous parliez en fait des ateliers, vous parliez effectivement de lutter contre la consommation de masse. Pour participer, pour ceux qui veulent participer à cet atelier-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout simplement venir, et c'est à prix libre. On a tout prévu, on a récupéré notamment pas mal de matières premières, ce qu'on appelle les vestiboutiques de la Croix-Rouge. Je ne sais pas si tout le monde connaît, tous nos auditeurs connaissent. Qu'est-ce que c'est? C'est des boutiques solidaires qui sont situées, il y en a plusieurs à Lyon, une dans le 6e, une à Villeurbanne, une dans le 8e. C'est des boutiques où on récupère des vêtements donnés par les habitants qui sont revendus à tout petit prix pour les gens qui en ont besoin, mais pas que. Donc, on a entendu de manière générale qu'en fait, ce sera des ateliers pour transformer des vêtements en ce qu'on veut. Mais comment vous êtes arrivé à monter ce projet-là? Qu'est-ce que vous a poussé à monter ce projet? Depuis que j'ai créé ma marque, j'ai toujours travaillé en Votre marque, c'est laquelle? Elle s'appelle Embobine-moi. Comment? Embobine-moi. C'est vrai qu'en préparant cette émission, quand il a dit embobine-moi, j'ai regardé Charlotte, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va embobiner? C'est un jeu de mots. Vous avez bien compris. Non, alors, embobine-moi. Pardon de vous couper à tout moment parce que vous dites des choses et on aimerait bien comprendre. Quand vous dites embobine, pourquoi embobine-moi? Parce que c'est une manière aussi un petit peu ironique, c'est un clin d'œil sur la mode. Parfois, on a l'impression, en s'habillant, de passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un jeu parfois aussi de s'habiller. Et puis, c'est un clin d'œil aussi à la haute couture, à l'image de la mode, entre guillemets, des grands défilés. La mode classique, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, pardon, embobine-moi. Pourquoi embobine-moi? Pourquoi avoir choisi comme nom de votre marque Embobine-moi? Eh bien, embobiner, ça veut dire enrouler. Il y a un peu une notion aussi douce, en fait, de douceur, d'enrouler du tissu, de le transformer. Voilà, c'est un geste assez magique de pouvoir créer quelque chose et que ça soit porté. Amine Samir. Au vu des positions que défend Madame, on vient de parler du Black Friday, je pense qu'aussi ça peut aussi être vu, c'est comme ça que je le perçois, comme une marque, il y a un sens un peu contestataire, puisque la mode, quelque part, il y a le sens d'embobiner, quelque part d'embrouiller les gens, de leur donner
l'idée qu'il faut acheter la dernière robe, surtout dans la mode. Alors c'est des robes qui, pardonnez-moi l'expression, pourtant j'ai fait des arts appliqués, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à rien, qui n'ont même aucune fonctionnalité. Oui, c'est peut-être l'expression de l'artiste, mais on est plus parti sur un délire mégalomaniaque que véritablement l'expression d'un artiste, puisqu'un artiste, généralement, quel que soit son art, exprime quelque part une opinion, il y a un message derrière. Aujourd'hui au niveau de la mode. Moi personnellement, ça fait déjà peut-être 4-5 ans que je comprends plus le message. Voilà, ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est intéressant, c'est quoi? C'est des ateliers qui vont être organisés de couture, on peut amener nous-mêmes des tissus, comment est-ce que ça s'organise? Vous pouvez amener des tissus, vous pouvez venir avec une retouche à faire sur un ourlet de pantalon par exemple. Mais bien sûr, on va vous proposer aussi nos propres créations qui seront à la vente. Donc ça sera très interactif, ça sera un moment de partage, ça sera pas uniquement on vous propose et vous achetez, mais vous pouvez venir aussi créer avec nous. On aura 1 ou 2 machines à coudre pour essayer de donner quelques notions aussi de couture à d'autres personnes qui auront envie de se faire ses propres créations. Donc, c'est important aussi de le dire, pour y participer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement venir. Est-ce qu'il y a une contribution? Non. L'entrée est gratuite. Après, pour les ateliers, vous pouvez participer, donner quelque chose de symbolique. C'est important parce qu'on imagine qu'il faut quand même soutenir, c'est une association, il est important de soutenir votre association dont la contribution est libre, vous l'avez dit. Complètement. Complètement libre. Moi, ce qui m'a touché, outre votre parcours, c'est aussi ses vêtements, comme je le disais, on a vu son blouson qu'elle a ramené ce soir par exemple, on a l'impression que quelqu'un a pris un pantalon et qu'il a posé sous ses épaules et puis on a envie de dire mais tu t'es trompé de vêtements, le pantalon c'est plutôt la veste. Comment vous est venue l'envie effectivement de vous êtes une créatrice, vous me direz que c'est venu comme cela, mais racontez-nous un peu l'histoire de ce vêtement porté comme à l'envers, comme quelqu'un qui s'est trompé. Alors j'ai toujours eu l'habitude de récupérer des vêtements et de les transformer. Ce qu'on appelle aujourd'hui, en jargon de mode, l'upcycling, c'est-à-dire partir de quelque chose qui a eu une vie et de l'élever, c'est-à-dire lui donner une autre vie. Et donc j'ai toujours eu l'habitude d'à partir de rien, de faire autre chose. Et donc j'ai eu un jean en main et c'est venu comme ça, c'est assez spontané la création, Enfin, en tous les cas, chez moi, c'est pas très intellectualisé. C'est plutôt ce qui m'arrive, entre les doigts. Et donc aujourd'hui, apparemment, on a l'impression que dans outre ce que vous faites autour de vous, vous faites des choses assez atypiques. Qu'est-ce qui vous a rassemblé en fait, en tant que vous qui êtes des créateurs? Comment vous êtes retrouvés ensemble? Alors, je suis partie en 2012 pour un événement qui s'appelle Kelou Fashion. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage au créateur qui a initié cet événement en 2012, qui est décédé la semaine dernière, qui était l'ambassadeur de mode du Tchad, Girabel. Il nous a quittés brutalement dans un accident de la circulation. Et donc, j'ai eu l'honneur de le rencontrer, de rencontrer des créateurs. Et il s'est tissé une histoire assez magique. Et donc, les créateurs qui sont à l'atelier, notamment Narcisse, et un des créateurs que j'ai rencontré là-bas. Voilà, et donc le lien s'est tissé et puis l'histoire a continué, tout simplement. Amine Samir. Moi je suis curieux, je vais un petit peu parler business, c'est un petit peu mon dada. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée sur, par exemple, ou une création qu'un client peut vous confier? C'est-à-dire que moi j'ai envie d'avoir une veste et peut-être que je vous donne mes goûts, mes aspirations, ou peut-être les tissus que je veux utiliser. Est-ce que ça c'est possible de le faire? Et la deuxième chose, par exemple, la veste qu'on a ici, si vous pouvez donner un ordre d'idée en termes de prix, ce que ça peut coûter. Et je suis quasiment sûr que ça ne sera pas choquant si on compare avec les grandes marques de luxe qui vendent leurs articles à tarifs assez élevés. Alors, un prix, c'est assez difficile à donner comme ça de but en blanc, parce qu'il y a plusieurs processus. Il y a le premier, vous achetez une création déjà toute faite, et là, il y a un prix qui est fixé. Et le prix qui est fixé, il n'est pas fixé par hasard. Il est fixé, c'est le temps de travail qu'on y met. Je le précise parce que parfois, on ne sait pas ce que ça veut dire, un prix sur un vêtement. Quand on achète un pantalon, par exemple, à 10 € chez H&M, on se demande comment on a pu payer et combien, surtout, la personne qui l'a réalisé au départ. Donc, quand on est créateur de mode,
On calcule son temps en fonction, voilà, par exemple, du SMIC, du temps qu'on a passé pour le faire, de la matière qu'on a achetée. Et puis après, on multiplie par 2, ce qu'on appelle la marge. Et le prix peut varier, je ne sais pas, une pièce, une robe, elle peut être entre 60 et 80 euros, que je vais vous faire sur mesure. Et puis une veste, elle peut aller jusqu'à 200. Si vous m'apportez de la matière, le prix peut baisser. Si vous contribuez à la fabrication, le prix peut baisser aussi. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche équitable et éthique et d'économie circulaire, c'est-à-dire on essaye de faire là où on est. Et donc forcément, le prix n'a pas même coût que si on va faire fabriquer à, je sais pas moi, à 50 km ou si on va acheter son tissu en Allemagne, ce qui est le cas de beaucoup de marques. Amine Samir. Alors du coup, réaction des beautés, je trouve ça plutôt compétitif. Enfin, pour moi, un habit 60-80 euros, vous avez dit une veste 200, je trouve pas ça non plus exagéré. Pour du made in France, on va faire un peu de marketing, là c'est du pur made in France, de la conception à la réalisation, il y a de l'économie circulaire, il y a de la valeur. C'est pas du tout prohibitif, au contraire, je trouve que vous êtes bien positionné. Et surtout Merci. sur mesure en plus. Oui, bien sûr. Bien, là on est sur ce qui nous fait plaisir, mais je vais poser une question qui... Est-ce que vous arrivez vraiment à... voilà, c'est pour vous faire plaisir ou est-ce qu'on peut en vivre? Alors j'ai eu pendant 15 ans une boutique dans le 1er arrondissement de Lyon, pas loin du village des créateurs. Et donc je me suis battue pour exister. Et aujourd'hui, c'est très difficile de faire face à la concurrence. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à créer, notre cher ami H&M ouvrait ses portes. Donc c'était quand même un peu compliqué de se battre contre des prix défiant toute concurrence. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un autre métier à côté. Mais je ne veux pas lâcher la création parce que c'est aussi mes tripes que je mets tout le temps en action pour vivre et puis pour parler de ce que je suis et de transmettre. Donc maintenant, c'est un deuxième métier, on va dire, en parallèle, mais malheureusement, je ne peux plus en vivre aujourd'hui. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment dont nous recevons ce soir Nadège Cézette, elle est créatrice de mode et elle a une autre casquette qu'elle est chargée d'émission donc socio-culturelle auprès de l'association Orsac à Oula. Elle nous parle en fait de ce qu'elle fait, de la rencontre qui aura lieu donc samedi prochain. Rappelez-nous tant pour moi donc l'adresse et où aura lieu l'événement, Nadège. Alors c'est l'association Maison Réseau 1901 et ça se situe route de Vienne, 100 route de Vienne. Dans le 8e, c'est pas très loin de l'arrêt de tram route de Vienne. À partir de quelle heure? À partir de 11h jusqu'à 20h. Et il y aura un petit temps de repas partagé. Vous pouvez venir à midi parce qu'il y a une super cuisine. Et qu'est-ce qu'on va y manger? Ce que vous voulez. Vous amenez votre quiche, votre mafé, vos acras. On mange souvent épicé, pimenté. C'est autorisé ou pas? Oui, bien sûr. On peut manger aussi un bon gratin dauphinois. Voilà, tout est possible. Très bien. On va vous laisser quelques secondes. On va repartir sur le continent, prendre quelques brèves et on vous retrouve dans quelques instants. Et donc, ce sont les départs volontaires de l'armée suspendus qui sont au Burkina Faso, les demandes de départ donc volontaires de l'armée qui sont suspendues chez les Burkinabés dans une note destinée au service interne de l'armée qui s'est donc retrouvée sur les réseaux sociaux. Le chef de l'état-major général indique que les demandes de départ volontaire de l'armée sont suspendues au Burkina Faso. Sont aussi suspendues le traitement des demandes de disponibilité, des résiliations des contrats et de radiation des cadres des forces armées. Et c'est l'art qui est une des multiples voies pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Je suis regardé par les dames en me disant qu'est-ce qu'il raconte là. C'est pas de moi, c'est Evelyne Lee Juyen qui a décidé au nom de lutter contre les violences faites aux femmes en produisant donc le film Résolution. Il raconte donc en fait la descente aux enfers d'une femme battue par son mari, un homme au-dessus de tout soupçon car il est procureur de la République. Retournons au studio et c'est une invitation donc qui est portée l'attention de Radio Pluriel. C'est une invitation de l'ambassade du Tunisie. Effectivement, c'est un très bel événement qui rassemblera notamment des intellectuels tunisiens pour échanger autour de la question de l'interculturalité, des échanges entre la France et la Tunisie, de parler de certains enjeux sociétaux. Et l'approche, elle est assez novatrice puisqu'il s'inspire de fables et de livres. Il y a eu des travaux qui ont été faits avec des élèves notamment des écoles de Caluire et Cuire. Donc il y a vraiment des choses très très novatrices. Ça passe où ? Ça s'appelle aux 4 coins de la ville. Donc il y aura des activités du 29 au 30 novembre et notamment une conférence de presse qui se tiendra le 28 novembre, donc c'est après-demain, donc jeudi, de 10h à midi au siège de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité à l'Université catholique de Lyon. C'est l'université qui est à côté de la gare de Perrache. Si vous voulez plus d'informations, donc je vous invite à envoyer un mail à Solène Buyon, donc solène.buyon@hotmail.fr. Évidemment, on mettra l'invitation sur la page de l'émission sur Facebook. Bien, est-ce que notre chroniqueuse qui est mordue des livres a été invitée à Mine ? Pardon ? Est-ce que notre chroniqueuse, puisqu'on parle des livres, et il y en a une, parmi nous, il y a une qui est mordue des livres, est-ce qu'elle a reçu son invitation ? Bien sûr, tout le monde est invité. Tous les auditeurs et auditrices de Radio Pluriel sont conviés à cet événement. Charlène, elle... En général, ce qu'il faut aussi noter, c'est que les événements, effectivement, il a raison, Samir, de le souligner, c'est que les événements qui sont promus par l'Université catholique de Lyon sont généralement ouverts à tout le monde, et notamment ceux qui sont promus par la chaire UNESCO Culture et Interculturalité. Par contre, là où je pêche un peu, c'est que je n'avais pas l'information. J'étais pas au courant, effectivement, encore une fois, un peu à l'image d'Africa 2020 ou Africa 20, j'étais pas au courant, mais bon... il n'est jamais trop tard, comme on dit. Comment peut-on être mordu des livres et ne pas être au courant de certains événements des livres ? Parce que la perfection n'est pas de ce monde, Juvénal, c'est bien connu. Bien, je n'ai rien dit. On retrouve dans notre invité. Qu'as-tu vu le sourire, Nadège Cézette ? Notre temps, il nous reste à peine 8 grosses minutes en fait, pour découvrir cet événement qui est organisé donc samedi 30 novembre prochain, organisé donc par la compagnie Ada Mood Love. Ada qui... d'après nos informations, veut dire la fée, et la fée est parmi nous. Amine Samy, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors moi, j'aurais une question par rapport à notamment vos activités, peut-être sur le reste de l'année. Est-ce que vous faites des activités pour justement sensibiliser le consommateur à cette éthique autour de la consommation, du consumérisme ? Et je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, puisque depuis ces derniers mois, on ne va pas exagérer, ça ne date pas non plus de plusieurs années, on voit qu'il y a quand même des géants du vêtement, notamment Zara, qui font des efforts pour utiliser des textiles un peu plus... Oui, sans publicité évidemment, pour utiliser des textiles recyclés. Voilà, on commence à voir apparaître des choses de la sorte. Je pense que depuis, on va dire, une année, on sensibilise... les Français en tous les cas, sur la question de consommer autrement le vêtement, le textile. Et depuis 2000, en France, il y a une association qui s'appelle Éco-TLC. TLC, c'est Textile, Linge de Maison, Chaussures, qui accompagne les entreprises pour recycler leurs vêtements et ne pas les brûler et ne pas les enterrer non plus. Et donc, elle favorise le recyclage et elle favorise aussi les entreprises à s'engager dans cette voie. Et donc, Zara en fait partie, H&M en fait partie. Et donc, l'association a bien sûr un rôle très important aujourd'hui. Moi, j'ai toujours recyclé, mais par envie. Et aujourd'hui, c'est vraiment une question citoyenne.
de changer sa façon de consommer. Et c'est pas qu'à travers, enfin, c'est pas que pour le textile, mais notamment, c'est quand même l'industrie au monde, la deuxième industrie au monde qui pollue le plus. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est assez effrayant quand on se plonge un peu dans toutes ces questions. Et donc pendant toute l'année, on va proposer des ateliers pour apprendre à transformer un vêtement, apprendre à coudre tout simplement. Et évidemment, sur ces questions de faire avec ce qu'on a, d'utiliser, de réutiliser au lieu d'acheter en permanence. Nadège, moi j'entends ce que vous dites, mais dans ce que vous faites, il y a le côté art, création, ce qui est noble, ce qui est intéressant. Vous parlez aussi de redonner une nouvelle vie à des vêtements, comme à bien d'autres choses, mais au regard de ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que cela parle aux gens? Est-ce qu'il y a un réel impact dans la société? Alors bon, quand je vous dis que j'en vis pas aujourd'hui, peut-être que demain ça va changer. On vous le souhaite. Parce que je suis très très engagée aujourd'hui et je vais travailler avec plusieurs structures pour créer des ateliers, notamment avec l'Amir. C'est une maison de quartier qui est à Rieux. Et on a dans le projet de créer des ateliers de création à partir de vêtements recyclés parce qu'ils ont une boutique qui s'appelle Le Grenier pour ceux qui habitent à Rieux-la-Pape pour aller acheter des vêtements de seconde main. Et donc, il y a vraiment un intérêt politique sur ces questions-là de recyclage. Mais il faut encore aller plus loin. Je pense qu'il y a vraiment une question de sensibilisation et d'éducation auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes, comme on a pu le faire pour les déchets à la maison. J'entends ce que vous dites, Nadège, je ne veux pas être rabat-joie, mais dites-vous, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que j'ai redonner une nouvelle vie à son propre vêtement, c'est une chose. Mais quand on se fait plaisir, comment se faire plaisir avec quelque chose qui a été porté par quelqu'un que je ne connais pas? Comment, quand vous faites votre approche pédagogique, comment vous transmettez votre message? L'idée, c'est que quand on prend quelque chose qui a déjà été porté, bon, il a été lavé, bien évidemment, mais il a déjà eu une histoire. Et moi, en tous les cas, je suis assez sensible au passé. Et je pense que quand on parlait de comment on s'ancre quand on est différent, il faut vraiment s'approprier qui l'on est, son histoire, son passé, pour arriver à construire l'avenir. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, dans notre société, il y a plein de choses qui n'ont pas été encore dites, et c'est pour ça que la construction future, elle est difficile, notamment pour toutes les communautés africaines. Et je pense que c'est important de partir d'un existant et d'en faire un autre. En tous les cas, moi, ça ne me pose pas de problème, mais je sais que ça peut en poser à plein de personnes. Mais ça va changer. Dans pas longtemps, on n'aura plus le choix. Parole de fée, elle a dit ça va changer. Et donc, il nous reste à peine 4 minutes. Pourquoi venir chez vous? Parce que ce week-end, il est assez chargé. Nous avons plusieurs invitations. Bon, puisque vous êtes notre invité de ce soir, on vous donne la primeur. Pourquoi venir chez vous et non à une autre invitation que nous avons pour ce week-end? Venir partager un moment convivial et chaleureux, essayer de s'initier à une activité nouvelle pour celles qui ne connaissent pas la couture, et puis changer, découvrir. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Changer, découvrir. Oui. Combien de personnes attendez-vous? Je ne sais pas, on n'a pas fait de calcul, on n'a pas fait de pronostic. Amine Samir me regarde. Une question? Je voulais savoir, est-ce qu'il existait peut-être une page Facebook ou un site internet où étaient référencés tous les magasins qui vendent de la fripe, puisque aujourd'hui, moi, en étant consommateur, je ne serais pas contre m'habiller avec des vêtements déjà utilisés, mais je trouve que l'information, on fait bien d'en parler, mais je trouve qu'elle ne circule pas vraiment par rapport à ça. Alors, il y a un guide qui a été édité par la métropole de Lyon sur le zéro déchet, et notamment, il y a une liste des lieux où vous pouvez acheter des vêtements de seconde main. Il y a une association que je vous conseille de suivre sur les réseaux sociaux qui s'appelle Anciela, qui est vraiment très très active. Mais c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis, d'arriver à recenser sur la métropole tous les lieux où on pourrait effectivement acheter des vêtements de seconde main, parce qu'il y en a plein qui sont dans l'ombre. Est-ce que c'est joli? Qu'est-ce qui est joli? Les vêtements de seconde main.
de seconde main. En Oui, fait, alors, de moi, seconde main de fait, par contre. Oui, fait- voilà, c'est ça. en fait, moi, je pose des questions comme cela parce que ça m'intéresse et j'aimerais avoir des choses qui vont m'attirer dans votre secteur. Oui, alors le vêtement de seconde main, on peut imaginer tout un tas de choses, hein. Ça peut être juste un vêtement qui était dans notre armoire et qu'on a redonné. Et ça peut être aussi un vêtement qui a été transformé, customisé, embelli par tout un tas de choses, du tissu, des boutons, de la sérigraphie. Si j'entends bien, je peux venir avec mon propre vêtement et vous pouvez me créer des choses particulières. C'est faisable. Complètement. Ça veut donc dire que samedi, vous qui avez des choses à l'esprit et que vous aimeriez bien faire réaliser par une fée, l'occasion est donnée, c'est bien, ce sera où vous avez dit? Réseau 1901, 100 route de Vienne. Au 100, c'est 101 ou 100? Non, c'est 100. C'est au 100 route de Vienne. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. C'est un plaisir d'avoir reçu la fée Nadège CZ, qu'on espère avoir une autre fois pour parler du recyclage, de ce que vous faites, de redonner vie à des choses, parce que l'univers est assez vaste. Merci à vous d'être venu. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Le temps est passé très vite. Très vite. La mordue des livres était là ce soir. Merci, pas Nadège, Charlène. Oui, merci Juvénal, merci à tous et à toutes. Amine Samir, merci d'avoir été là. Merci, mon cher Juvénal. Toujours souriant. Toujours. Et merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. À mardi prochain. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance.